Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui s'engagent sur le chemin de la transition environnementale et sociétale. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Éric Boulier, le directeur général du Grand Prix de France. Comment réduire l'impact carbone d'un tel événement? La Formule 1 peut-elle vraiment devenir éco-responsable? Réponse dans une minute. Pour notre débat, on va parler sobriété énergétique. On se demandera comment en faire un choix collectif avec deux des 84 dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui ont lancé un appel à sortir d'une réponse ponctuelle liée à l'urgence et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Zach et ses lunettes reconditionnées. Voilà pour les titres, c'est parti. Bonjour Éric Boulier, heureux de vous accueillir. Bonjour. On était venu sur vos terres la saison dernière pour des émissions délocalisées au Castellet. Vous êtes le directeur général du Grand Prix de France qui se tient là du 22 au 24 juillet, toujours sur ce circuit Paul Ricard, au Castellet. Je vous pose sciemment cette première question parce que je sais quelle sera la réponse. C'est combien de spectateurs en 3 jours un Grand Prix de Formule 1? Alors, le vôtre en l'occurrence. Le Grand Prix de France, aujourd'hui, on attend 200 000 spectateurs sur 3 jours. Ouais, 200 000 spectateurs sur 3 jours. C'est le plus important parce que c'est le premier impact d'un Grand Prix. C'est le premier impact, évidemment. Ouais. Quand on parle de tout ce qui est carboné, c'est le premier impact de tous les événements, d'ailleurs, c'est le déplacement des spectateurs. Oui. Donc que ce soit un Grand Prix de Formule 1 ou n'importe quel événement sportif ou même un concert, enfin bon voilà, tous les événements qui brassent, qui déplacent de la population. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour finalement réduire l'impact de vos spectateurs? C'est ça le principe. En fait, le plus gros impact, donc, c'est la mobilité. Oui. Donc on a mis en place en fait tout un tas de mobilités alternatives. Ça commence d'abord par le train. Donc grâce à la région Sud, par exemple, pour 10 € partout dans la région Sud, vous pouvez rejoindre la Ciotat et ensuite avoir un transfert en bus sur le circuit. Donc ça limite le nombre de voitures. Et puis on a mis en place aussi beaucoup de parking relais directement en fait après à la sortie des autoroutes, avec ensuite de nouveau un relais avec des bus. On a mis en place en fait un service de mobilité alternative qui correspond à la taille d'une ville de 100 000 habitants. Donc c'est 13 lignes de bus. Et aux heures de pointe, on aura jusqu'à 400 bus en circulation. Ouais. Ça date de quand? Ça fait combien de temps que finalement il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté de réduire l'impact du Grand Prix de France? Alors c'est une prise de conscience générale déjà et globale, évidemment, par rapport un petit peu, je dirais, à la tendance actuelle. La Formule 1 elle-même s'est posé la question il y a déjà 2-3 ans. Et nous, on avait tout de suite embrayé, si je peux me permettre l'expression, en fait, afin de se faire auditer. On a mis en place tout un tas de mesures sur le développement durable, sur le RSE. Et d'ailleurs, ça a été couronné de succès puisque nous sommes le seul Grand Prix au monde à être certifié 3 étoiles par la Fédération internationale de l'automobile. Et donc, qui vient un petit peu récompenser les efforts. Mais c'est vrai que toute la chaîne, quel que soit le service aux clients, le déplacement, les mobilités, l'attention portée même aux animations, par exemple, l'introduction de générateurs à hydrogène, l'utilisation des éco-cups, tout ce que vous voulez, on a tout ce qui touche je dirais, à l'empreinte carbone. En tout cas, on a travaillé avec nos équipes, avec Pierre Guyonnet, pour faire en sorte qu'effectivement, on soit en avance, on va dire. Et vous avez pu évaluer justement la baisse de cet impact avec ce que vous avez mis en place depuis quelques années? Alors, il y a, sur les audits qui ont été faits par la FIA, en fait, il y a déjà eu en fait, donc, des chiffres. On n'a pas encore aujourd'hui l'impact qui va être mesuré sur ce Grand Prix. On aura ça en fait après la course. Mais effectivement, on a déjà eu des chiffres, si je peux dire. Mais il faut savoir, par exemple, que si je prends les voitures de course, en elles-mêmes, ce n'est que 0,7% de l'impact. Donc effectivement, il y a une image que la F1 essaye de changer, mais on essaie à travers tous ces éléments à réduire. Donc on aura un bilan plus précis et définitif après le Grand Prix. À la fin de ce Grand Prix. Alors on peut détailler quelques-unes des actions. Par exemple, la pratique zéro plastique. Alors ça suppose quoi? Parce que souvent on se dit c'est facile, il suffit de décider qu'on fait un Grand Prix zéro plastique. Mais en termes d'organisation, en termes de partenaires, qu'est-ce que ça suppose derrière? Alors déjà, nous sommes un GIP, donc c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent pour le Grand Prix de France doivent passer à travers un système de marché public. Et donc déjà, dans les conditions d'application d'un marché public, nous imposons nos règles RSE, nos règles de développement durable, le zéro plastique évidemment.
Et après, c'est mise en place évidemment de tous les process pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de plastique, qu'il n'y ait pas d'utilisation de plastique. Et le recyclage, évidemment, est devenu aussi s'ajouter à ces conditions d'appel sur les marchés publics. C'est facile pour vos partenaires de suivre ? Non. Ça ne l'est pas, mais il faut s'adapter parce que c'est quand on veut atteindre un objectif, tous les acteurs du Grand Prix, il faut savoir que quand même 4000 personnes travaillent sur le Grand Prix pendant la semaine du Grand Prix, doivent être, je dirais, formés, éduqués, briefés, et ça commence par les fournisseurs. Alors vous parliez du rôle de la région sud, il y a aussi une sensibilisation des jeunes de la région à des enjeux qui sont des enjeux liés finalement à l'univers de l'automobile, par exemple la sécurité routière ou alors ces enjeux de développement durable dont on parlait. Ça prend quelle forme, ça ? Alors on a mis en place, vu que le Tour de France est d'actualité, une caravane, en fait avec 2 containers en fait qui ont fait le tour des lycées en fait depuis maintenant plusieurs mois, et en fait à travers des systèmes de jeux éducatifs. En fait, on va même jusqu'à des jeux tout court, puisqu'on a aussi des simulateurs pour pouvoir un petit peu les sensibiliser au pilotage d'une Formule 1. Ouais. Mais derrière, c'est tout un tas de jeux éducatifs qui leur permettent de comprendre toutes les actions, les réactions, les aboutissants et les campagnes menées pour essayer effectivement de décarboner un peu le sport et l'événementiel autour de la F1. Est-ce que les fans de F1 sont par définition un peu moins sensibles à ces enjeux et à ces arguments de développement durable ou d'éco-responsabilité? Bon, voilà, parce qu'ils sont d'abord fans de voitures, de moteurs, de bruit de voitures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, même s'il y a des formules électriques, elles font peut-être un peu moins rêver que les Formule 1 et tout ce que l'histoire de la Formule 1 depuis des décennies a pu brasser de mythes, de légendes, à la fois dans les voitures et dans les pilotes. Est-ce que c'est un public un peu moins réceptif d'une certaine façon? Alors, je dirais il faut différencier les publics. Ouais. Le public évolue, effectivement. Il y a le profil du fan de Formule 1 qui suit la Formule 1 depuis 30 ans, 40 ans, qui aime le bruit, les voitures, l'odeur, qui commence à être sensibilisé un petit peu sur justement l'impact, en tout cas sur l'environnement. Et puis, il faut aussi surtout prendre en considération les nouvelles générations aujourd'hui qui arrivent, qui supportent la F1. On a vu la F1 est un plein boom, clairement. Tous les grands prix sont complets. Les télévisions affichent des records sur records en termes de téléspectateurs. Et toute cette communication qui se passe entre le fan, le spectateur, le téléspectateur et la F1, on voit bien qu'aujourd'hui, elle intéresse des jeunes de 13 à 25 ans, une proportion d'ailleurs féminine beaucoup plus importante que sur les anciennes générations. Et je dirais la façon dont ils consomment la F1, si je peux utiliser cette expression, elle est un peu différente du fan, effectivement, qui aimait l'odeur, les pneus, le bruit. Et elle est très sensible, justement, à l'impact environnemental. Donc, on doit aussi s'adapter à cette nouvelle génération. Ouais. Je reviens au tout début de notre discussion. 200 000 spectateurs sur 3 jours. Ça génère une masse de déchets, j'imagine, importante. Comment vous gérez ces déchets? Qu'est-ce que vous en faites? Alors tout est recyclé chez nous. Ça commence déjà par tout ce que nous on va vendre en fait sur site. Donc je parlais des éco-cups par exemple, c'est-à-dire qu'on fait acheter une éco-cup. Donc c'est une petite participation, on va dire, à cette démarche écologique. C'est aussi un souvenir qu'on peut rapporter à la maison, mais ça évite d'avoir des verres plastiques jetés partout, consommés en grande quantité. Et on a toute une campagne d'affichage en interne autour du circuit, puisqu'on a à peu près 150 hectares, pour sensibiliser les gens, mais comme je le disais tout à l'heure, même le food truck qui, lui, va être là, doit répondre à un cahier des charges qui est important, notamment par rapport à l'emballage. Vous faites le bilan, parce que vous nous avez dit, on attend les chiffres. Chaque année, vous ferez le bilan pour voir l'évolution, la progression. C'est aussi ça, d'être sur cette idée de trajectoire, quoi. Oui, alors être certifié 3 étoiles déjà par la FIA, c'est pas un trophée, c'est un statut qui est remis en cause chaque année. Et dans la démarche déontologique d'ailleurs de cette certification, on doit se remettre en cause en permanence. Donc effectivement, chaque année, on doit auditer notre modèle et faire en sorte qu'on l'améliore encore et tout le temps.
Et alors, si on dézoome un peu et si on prend l'ensemble du circuit de la Formule 1, dans les améliorations possibles, est-ce qu'il n'y a pas une cohérence du calendrier à améliorer quand même? Parce qu'on voit que de temps en temps, on va... Alors, je ne sais plus, je me suis noté ça parce que le Grand Prix de Miami était entre 2 dates européennes, par exemple, entre Imola et Barcelone. Donc, bon, on se dit, c'est peut-être un peu dommage. Enfin, il y a un ou deux exemples comme ça dans la saison. Le Canada aussi, oui. Ouais, le Grand Prix du Canada qui est pareil entre 2 dates européennes. Là, on se dit, c'est pas très logique, quoi. Ça oblige les écuries à toute vitesse à passer d'un continent à l'autre, quoi. Alors, il y a effectivement un grand plan, en fait, pour être, comme on dit en anglais, carbone neutral, donc zéro carbone d'ici 2030. Et effectivement, la F1 déjà va commencer par régionaliser en fait son calendrier. Je pense que dès 2023, il y aura déjà des effets. C'est assez compliqué de gérer un calendrier, des dates, parce qu'il y a tout un tas d'événements culturels et autres dans chaque pays qu'il faut respecter. Mais c'est clairement la tendance aujourd'hui de régionaliser. Donc, ça veut dire de limiter les déplacements, en tout cas en termes de distance et évidemment d'impact écologique. Merci beaucoup Éric Boulier d'être venu nous parler du Grand Prix de France qui se déroule donc du 22 au 24 juillet, évidemment au Castellet sur le mythique circuit Paul Ricard. On passe à la question de la sobriété énergétique, sobriété d'urgence, non, sobriété de longue durée évidemment. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Mélanie Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Centre des jeunes dirigeants. À vos côtés, Jean Moreau, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Phoenix et coprésident du mouvement Impact France. Le Centre des jeunes dirigeants, vous venez d'en prendre la présidence pour 2 ans. Ça représente combien de chefs d'entreprise ? Ça représente environ 6000 chefs d'entreprise en France et environ 700 chefs d'entreprise à l'international, puisque nous sommes présents dans 17 pays. Ces enjeux de développement durable, de RSE, est-ce qu'on les intègre forcément plus quand on est un jeune dirigeant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'en réalité, on les intègre surtout parce qu'on a... on se sent concerné par ce sujet-là et qu'il y a aussi une problématique économique qui va venir derrière tout ça. C'est que on peut, même les gens qui n'en ont rien à faire de la planète vont se retrouver dans une situation à un moment donné où ils vont être coincés, tant par la raréfaction de l'énergie que par des modèles économiques qui de toute façon sont voués à disparaître tels qu'on les connaît aujourd'hui. Prise de conscience obligatoire d'une certaine façon. Jean Moreau, un mot de ce mouvement Impact France, c'est quoi ? Quelles sont les missions d'Impact France ? C'est un mouvement qui rassemble à peu près 10 000 entreprises et qui ont toutes l'impact environnemental ou l'impact social chevillé au corps et qui ont construit des modèles, que ce soit un Biocoop dans la distribution alimentaire, que ce soit la Maïf dans l'assurance ou Label Emmaüs sur la revente solidaire, qui est alternatif au modèle traditionnel. Donc on pense qu'on veut réinventer un peu le rôle de l'entreprise, sa place dans la société, et en faire autre chose que simplement une machine à chiffre d'affaires et à dividendes. Et si on prend l'exemple de Phoenix, c'est quoi le modèle ? Alors nous, on fait partie de cette génération-là, d'entreprise qui arrive à marcher sur 2 jambes, une jambe ambition, impact, croissance, tout en ayant un modèle économique qui est de réduire le gaspillage alimentaire et donc de contribuer à faire de la planète un endroit plus fréquentable. Et alors, vous avez donc co-signé avec plus de 80 chefs d'entreprise une tribune pour faire de la sobriété un choix collectif. Alors, il y avait eu ces tribunes publiées dans le JDD. La semaine précédente, il y avait eu un appel lancé par les patrons d'Engie, EDF et Total Energy, qui était plus une sobriété d'urgence. Ça vous a fait réagir ? C'est pour ça que vous avez décidé de signer cet appel ? Exactement, oui, ça nous a fait réagir parce que cette sobriété-là, elle est nécessaire. Alors, effectivement, par la raréfaction de l'énergie, mais d'abord pour sauver la planète. Et en réalité, la planète s'en sortira dans toute cette histoire. Oui, c'est nous qui allons disparaître. Exactement, nous et la vie, quoi. Donc, bon. Non, on a voulu rebondir là-dessus parce qu'effectivement, la tribune initiale des énergéticiens était un peu une forme d'urgence, quoi. Une sobriété qui était plutôt subie, on n'a pas le choix. Et nous, on se dit, autant l'organiser, la prévoir, la mettre en musique proprement, lentement et maîtriser la cadence. Et ça, je pense que c'est en train de changer. La perception sur la sobriété, il y a quelques années, quand on parlait de sobriété, ça appelait les mots décroissance, presque quelque chose de très militant, un peu des ayatollahs de l'altermondialisme. Et en fait, je pense que la perception change avec des modèles comme Le Bon Coin, qui promeut la seconde main, l'occasion.
avec des modèles comme Vinted, avec des modèles comme même les Phoenix, les Too Good To Go, dans l'anti-gaspillage alimentaire, le rachat des invendus. Je pense que les gens ont compris qu'on pouvait faire des achats malins, de la consommation plus responsable, plus locale, en circuit court, anti-gaspillage, et que c'est devenu presque quelque chose de sexy, de cool, et pas seulement un bon plan malin de consommateurs avisés. Mélanie Berger, ça passe concrètement quand on parle effectivement d'organiser une sobriété collective, ça passe par quel type de solution? Je pense spontanément là à l'économie circulaire, vous en avez parlé, c'est vrai qu'on l'évoque souvent dans cette émission. Quelle solution vous avez en tête? Alors, bon, effectivement, l'économie de la fonctionnalité, les nouveaux modèles économiques. Donc, nous, on travaille en commission sur tous ces modèles-là, mais ça fait des très très longtemps qu'on travaille là-dessus. Néanmoins, il y a quand même une difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes de financement de tout ça. Donc, nous, au CJD, on est des TPE-PME. On n'a pas des moyens colossaux pour aller investir massivement dans les transformations de nos modèles économiques. Et l'enjeu aujourd'hui, pour moi, il est là. C'est qu'on a été capable, le gouvernement a été capable de lever des aides colossales pour les entreprises dans une crise sanitaire. Nous sommes dans une crise écologique. Il faut qu'on se donne les moyens et il faut accompagner ces TPE-PME pour qu'elles puissent transformer leur modèle économique. Est-ce que ça veut dire de mieux flécher l'argent public aussi? Alors aussi, ça a été le débat sur France Relance, par exemple, sur l'enveloppe, la part de France Relance qui était vraiment destinée à la transition écologique. Absolument. Il faut que les marchés publics soient correctement fléchés vers des gens qui sont réellement dans une transition, avec des preuves de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis également, il y a eu le PGE. À quand un grand plan financier pour les entreprises? Jean Moreau, il y a une notion de prise de conscience qui est importante, de formation même. Ça passe notamment par la fresque du climat. On en a parlé beaucoup dans cette émission, je pense que nos téléspectateurs sont un peu avisés, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et pourquoi c'est important ça? C'est important. Nous, on l'a généralisé, la fresque du climat, pour tous les nouveaux arrivants dans le parcours d'intégration chez Phoenix, pour que tous les futurs Phéniciens soient sensibilisés à ces enjeux climatiques et qu'ils le comprennent. Donc, la fresque du climat, c'est un atelier d'éducation au risque climatique, au risque systémique sur l'environnement, qui est fait de façon ludique, qui est animé par souvent un expert sur ces sujets-là. Et donc, c'est une sorte de petit jeu de rôle où on comprend les grands enjeux de fonte des glaciers, de remonter des eaux, de remonter les températures. Et donc ça permet de comprendre l'urgence et la magnitude du problème. Donc c'est très important et je pense qu'il faudrait le faire chez les politiques, il faudrait le faire chez les grands dirigeants. Et je suis d'accord avec ce que disait Mélanie. Il ne faut pas qu'on oublie, aujourd'hui on a trop tendance à polariser entre d'un côté les grands groupes qu'on a cités et qui eux sont équipés pour la transition. Ils ont des moyens, ils ont des directions développement durable, RSE, des budgets. De l'autre côté, il y a les pionniers comme nous qui avons ça dans la culture d'entreprise et dans la mission dès le départ. Et puis il y a toute la zone grise de TPE, TME pour qui c'est un peu plus loin de leur base, qui ont moins de puissance de feu financière, qui ont moins de puissance RH aussi pour traiter ces sujets, et qui peuvent avoir tendance du coup à les déprioriser ou à dire moi, déjà l'enjeu c'est la survie de ma boîte, surtout dans les temps un peu incertains qu'on connaît. Et après si j'ai le temps, ou si j'ai une aide gouvernementale, je m'intéresserai à la transition. Et c'est pas forcément que ce qu'on a dit, ça peut être faire transiter une flotte de véhicules essence vers l'électrique, ça peut être passer au zéro papier dans la facturation. Enfin, il y a des petits gestes du quotidien dans la gestion d'une entreprise qui sont déjà un premier pas dans la transition avant de passer vers l'économie circulaire, l'économie de l'usage, etc. C'est quoi votre entreprise ? Alors moi j'ai un cabinet d'expertise comptable donc, dans lequel j'ai fait le bilan carbone donc pour mesurer un petit peu quel était le poids de mes activités sur l'environnement. Et alors c'est sans surprise, ce sont les déplacements qui coûtent le plus cher à la planète. Donc, je suis en train de réfléchir avec mes collaborateurs à des plans de mobilité douce. Alors, sachant moi je suis dans le 95, les collaborateurs sont très éclatés sur le département. Donc, il y a toute cette problématique de comment on fait en sorte qu'il y ait des transports en commun qui soient satisfaisants, qui soient performants, qui soient à l'heure. ça c'est sûr que c'est important aussi. Inspirons-nous des Japonais. Je vous pose la question, je savais que vous meniez un cabinet d'expertise comptable, parce que la question des normes comptables, elle est aussi, d'une certaine façon, majeure. C'est-à-dire que
si on réussit à intégrer les externalités positives à un bilan comptable, ça change la donne quand même. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Exactement, oui, complètement. Mais ça suppose de changer les règles au niveau, à minima européen, voire au niveau mondial. Une entreprise ne peut pas le faire toute seule, quoi. Exactement. Et en fait, ça suppose aussi qu'on accepte de ne plus mesurer la performance de nos entreprises en fonction du chiffre d'affaires, du résultat. L'excédent brut d'exploitation et compagnie, mais en fonction du bien-être des collaborateurs, du moindre impact sur l'environnement, de tous ces critères qui vont faire que demain, le monde sera plus chouette et que nos entreprises seront plus belles. Mais il y a un secteur sur lequel on a avancé, c'est celui de l'impact carbone. Ça, avec un bilan carbone, on a pas mal d'années derrière nous et on commence à savoir faire des choses qui sont normées, justes et précises. Sur le reste de l'impact, qui est plus diffus parfois, l'impact social, la diversité, l'inclusion, la mesure d'impact extra-financier est encore assez balbutiement. Il y a une question de biodiversité aussi, on est nulle part. On en est loin encore. Autant le bilan carbone est à peu près structuré, c'est derrière nous, et je pense que ça devrait être généralisé bientôt. Sur le reste de la mesure d'impact, on est plus au début. Est-ce que l'innovation, Jean Moreau, se met aussi au service de la sobriété? Parce qu'on a parfois le sentiment que l'innovation, elle peut, ou elle nous donne l'illusion qu'on va pouvoir continuer à garder le modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et à consommer de la même façon. C'est vrai, surtout que dans l'imaginaire collectif, et même c'est une réalité, l'innovation est beaucoup associée aux startups. Qui elle-même pousse beaucoup par culture une dynamique d'hypercroissance, de levée de fonds. Et donc, ce n'est pas tout à fait l'image de la sobriété. Donc, parfois, il y a cette image-là, l'innovation qui pousse à aller toujours plus loin, à être toujours en hypercroissance. Et donc, nous, on prêche pour d'autres modèles. Je vais faire des anglicismes, mais il y a ce qu'on appelle la tech for good. Donc, la technologie au service du bien commun. Et donc, comment on met l'innovation technologique, les places de marché au service de la réduction du gaspillage, de l'accès à l'éducation, de la diversité et de l'inclusion. Ou alors comment même on va vers des modèles low-tech, où la technologie en tant que telle n'est pas tellement importante. On fait des modèles avec des bouts de ficelle, quoi. On ne cherche pas à faire des algorithmes, du machine learning, de la big data et tous les mots magiques de la sphère de la French Tech. On fait des choses simples, mais qui fonctionnent à grande échelle sur des problématiques d'intérêt général. Mélanie Berger, le 30 août prochain, vous lancez les universités d'été de l'économie de demain. Ce sera quoi l'objectif ? Je vais laisser Jean en parler, parce qu'il en parlera bien mieux que moi. Okay. Ce sera la première fois que j'irai, moi, parce que j'ai été... je viens d'être élue et c'est la première fois que j'y vais, mais... Non, mais c'est un bel événement qu'on fait depuis maintenant, ça va être la 4e édition. On le fait à dessein en miroir de ce qu'on appelle l'université du MEDEF, donc, qui est devenue la REF. Et donc c'est un jour après, parce qu'on se présente aussi parfois comme une sorte d'alternative au MEDEF, sans agressivité, sans combat, mais juste il y a une autre voie du patronat qui prône d'autres modèles d'entreprise, d'autres façons de les gérer. Et donc c'est ça qu'on incarne. Donc on fait ça dans le sud de Paris, à la cité universitaire. Et il se trouve qu'on a choisi il y a 2 mois, peut-être avec une sorte d'intuition, le thème de la sobriété. Donc le thème sera « Sobriété, j'écris ton nom ». Et donc je pense qu'on a tapé juste et qu'on aura des très beaux speakers, une bonne partie du gouvernement, des gens qui sont dans la réflexion autour des enjeux climatiques, autour des enjeux carbone. Donc voilà, c'est un grand rendez-vous de tous les acteurs engagés pour la transition et pour remettre une pièce dans la machine et partir, donc c'est le 29 et 30 août, pour que la rentrée soit placée sous le signe de la sobriété et de nouveaux modèles pour redonner de l'énergie à tout l'écosystème. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Philippe Van Bremerge, bienvenue. Vous êtes la présidente fondatrice de ZAC. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créé ? Alors j'ai créé ZAC parce que j'ai fait un constat comme énormément de Français, donc je porte des lunettes de vue. En France, il y a plus de 110 millions de lunettes qui restent au fond de nos tiroirs. C'est peut-être le cas chez vous. Oui, j'en ai quelques-unes. Oui. Voilà, et en fait, donc on continue d'en racheter tous les ans alors qu'on a des trésors concrètement au fond de nos tiroirs, des fois parce qu'il y a des paires en plus qu'on a pour 1 euro de plus et du coup qui restent longtemps dans les tiroirs. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, il y a une grosse surconsommation. Depuis toute petite, j'ai des valeurs sociales et environnementales qui sont très ancrées. Et du coup, c'était de se dire, à mon échelle, pour un problème qui me touche particulièrement, étant myope et du coup ayant cette surconsommation, j'ai envie d'agir. Donc vous créez ZAC, l'idée c'est quoi? C'est de récupérer des lunettes, de les reconditionner, c'est quoi le modèle en fait?
grossièrement, c'est ça, c'est de développer le reconditionnement des montures de lunettes, comme ça existe par exemple pour les téléphones, mais avec un très fort impact social et environnemental derrière. Donc concrètement, on va collecter les lunettes inutilisées dans beaucoup de lieux en France. On a collecté à peu près plus de 60 000 lunettes maintenant. Ouais. Ensuite, on va les reconditionner. Là, on a de l'emploi indirect qui est créé pour 5 personnes en situation de handicap avec une entreprise partenaire adaptée qui s'appelle Alterios. Concrètement, elle passe 20 minutes par monture. Donc des 3 montures remises sur le marché, ça correspond à 1 heure d'emploi pour une personne en situation de handicap. Donc pour nous, c'est super important. Collecter, reconditionner. Et après, on remet les lunettes sur le marché, du coup, à moindre coût. Donc on a testé d'abord sous système de POC, un peu une preuve de concept pendant 1 an dans un centre à outlet, la boutique. Et là, on s'est rendu compte que notre clientèle était à Lille. Et du coup, on a ouvert dans le Vieux-Lille il y a 2 mois. Avec 70%, c'est des montures reconditionnées, en dessous des 100 € pour permettre l'accessibilité et l'éco-responsable à tous. Et les 30% restants, c'est des montures neuves de partenaires, en coquillage, en bouteilles recyclées, etc. Et pour nos verres, on travaille avec un verrier français. Vraiment, et le magasin a été fait main aussi. Il y a des petites vidéos sur Internet, il faut les regarder. On a vraiment tout fait qui était en accord avec nos valeurs. Oui, vous avez vraiment pensé le modèle avec effectivement des valeurs éco-responsables. Vous l'avez évoqué, mais c'est quel marché potentiel? C'est-à-dire des lunettes qui dorment dans nos tiroirs. Est-ce qu'on a pu évaluer combien il y en avait, quoi? Alors la dernière étude qui est sortie, c'est 110 millions de lunettes qui sont au fond des tiroirs des Français. Donc c'est assez énorme. Je ne sais plus si c'était en 2015 ou 2017, mais on était à 100 millions. Donc en quelques années, on a repris un gap de 10 millions. Donc il y a vraiment un fort potentiel sur ça. Et surtout, le marché continue. Donc il est plutôt en stagnation, mais il y a quand même des lunettes qui continuent d'être produites à droite et à gauche. Et l'idée, c'est vraiment de réutiliser ce qu'on a déjà en fait sur le marché. Ouais. C'est quoi votre modèle économique? Et ben alors, comment vous gagnez de l'argent? C'est ça. Donc on a des coûts de collecte, des coûts de reconditionnement. Et c'est au moment où on revend les lunettes parce qu'on a un opticien en classique. Donc on a des personnes qui sont diplômées en magasin, qui vont savoir faire des prises de mesure, les prescriptions, etc. Pas les prescriptions, mais du coup analyser les prescriptions. Et du coup c'est ça. Après c'est le métier d'un opticien où justement on va du coup vendre nos produits d'optique. Oui, donc moi je peux venir avec l'ordonnance de mon ophtalmo et me faire des lunettes chez vous. C'est exactement le même, parce que je suis myope aussi, c'est le même principe, c'est le même système. D'accord. Vous en êtes tout de votre développement? Il y a eu une levée de fonds, il y en a une de prévue, où est-ce que vous en êtes? On a la chance, moi je viens des Hauts-de-France, on a une super région. Oui, allez-y, faites de la pub pour les Hauts-de-France. Parce que justement, on a pu bénéficier de plein d'aides, notamment étant ici dans le domaine économie sociale et solidaire, que ce soit des prêts d'honneur, des prêts participatifs, des subventions, qui nous ont permis de faire un premier tour non dilutif. Et l'idée, ça nous permet de tester notre modèle avec toutes nos valeurs sans être influencés par d'autres personnes et nous laisser le temps de trouver peut-être des bons fonds ou des bons business angels qui partagent vraiment nos valeurs pour développer d'autres boutiques au moment venu. Donc je pense début d'année prochaine. Parce que pour l'instant, il y a quoi? Il y a une première boutique, vous en êtes où? Du coup, avec Antoine, on n'est pas très vieux. Donc Antoine, c'est mon associé. Moi, j'ai 22 ans, lui, il a 25 ans. Donc, on a fini nos études. Comme vous dites, vous n'êtes pas très vieux. Voilà, c'est ça. Donc on a fini nos études il y a 2 mois. L'équipe a grandi. On est passé de 2 à 8 personnes cette année, plus 5 personnes en situation de handicap à côté. Donc il fallait gérer les deux. La première année, on en a profité pour tester le modèle avec une boutique, du coup, comme je disais, avec un bail précaire sur 1 an. Et là, maintenant, on s'est dit, le modèle, il tourne, on va dans le Vieux-Lille. Et maintenant, l'idée, c'est d'accélérer quand on a plein temps et on a fini les études à côté. Eh ben bravo, bon vent aux lunettes. Zach, merci Ophélie Van Bremerge d'être venue nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais faire un énorme bisou, un énorme merci à Joséphine Dacoury parce qu'elle m'accompagne depuis le début de cette saison et c'est du bonheur de travailler avec toi. Et Joséphine, elle prend du galon dans la rédaction de Bismart et c'est bien mérité. Donc je l'offre à toute la rédaction si j'ose dire. Enfin, cette phrase n'a aucun sens, mais en tout cas, c'était du bonheur de travailler avec toi. Merci à toutes les équipes de Bismart. Salut.